À 55 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon mari était incrédule et moi aussi. C'était presque impossible que cela arrive, mais l'euphorie s'est terminée quand mon fils, en colère, a posé une question qui changerait notre famille pour toujours. À cet instant, j'ai réalisé que ce n'était pas une question de miracle de grossesse. C'était seulement une question d'héritage. Je m'appelle Héloïse Beaumont et voici l'histoire la plus difficile que j'ai jamais vécue. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Votre participation compte beaucoup pour moi. Maintenant, passons à l'histoire. Octobre, à Lyon. La pluie tambourinait contre les vitres de notre appartement dans le vieux Lyon, ces ruelles pavées qui sentent toujours le pain frais et le café. J'avais 55 ans et ma vie était exactement comme je l'avais planifiée, stable, prévisible, confortable. Mon mari Henri avait 57 ans, ingénieur à la retraite depuis 2 ans. Nous profitions enfin de notre liberté après avoir élevé notre fils unique. Julien, maintenant âgé de 28 ans, un brillant ingénieur qui venait d'être promu associé dans un cabinet prestigieux. Ce matin-là, j'étais dans la salle de bain, penché sur le lavabo en marbre, vomissant pour la 3e fois de la semaine. Henri frappait doucement à la porte. « Héloïse, ça va mon amour ?» Je me rinçais la bouche, m'observais dans le miroir. Mes cheveux châtains commençaient à grisonner aux tempes, des rides fines encadraient mes yeux verts. J'étais fatiguée, nauséeuse, mes seins étaient douloureux. D'abord, j'avais pensé à la ménopause. Mes règles étaient irrégulières depuis des mois, mais quelque chose dans mon corps me disait que c'était différent. « Je vais bien, mentis-je, ouvrant la porte. Juste un peu malade. Tu devrais voir un médecin. J'ai rendez-vous cet après-midi. » Le cabinet médical du docteur Moreau se trouvait près de la place Bellecour, au 3e étage d'un immeuble haussmannien. L'ascenseur grinçait en montant, mes mains tremblaient. Je ne savais pas pourquoi j'étais si nerveuse. C'était probablement juste une gastrite, ou peut-être le début de la ménopause avec tous ses désagréments. Le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts, m'examina avec son sérieux habituel. Prélèvement sanguin, examen physique, questions détaillées. Puis, elle me fit faire un test d'urine. « Madame Beaumont », elle dit après ce qui me sembla une éternité, ses lunettes perchées sur son nez. « Je dois vous annoncer quelque chose d'assez inhabituel. » Mon cœur s'accéléra. « Quoi? C'est grave? Vous êtes enceinte? 8 semaines, selon mes estimations. » Le monde bascula. Je ris, un rire nerveux, incrédule. « C'est impossible, j'ai 55 ans, je suis en préménopause. » La préménopause ne signifie pas l'absence totale d'ovulation. C'est rare, très rare même, mais cela arrive. Vos ovaires ont apparemment décidé de donner un dernier coup d'éclat. Un dernier coup d'éclat, répétai-je, hébété. Docteur, c'est sûr, il n'y a aucune erreur. Les tests sont formels. Félicitations, Madame Beaumont. Je sortis du cabinet comme une somnambule. Les rues de Lyon défilaient sans que je les voie vraiment. L'odeur des marrons grillés près de la fontaine, le bruit des tramways, les conversations animées dans les cafés, tout me semblait irréel, comme si j'évoluais dans un rêve étrange. Je m'arrêtais sur le pont Bonaparte, regardant la Saône couler en contrebas, ses eaux grises reflétant le ciel d'automne. Mes mains agrippaient le parapet de pierre froide. Enceinte, à 55 ans. Comment allais-je l'annoncer à Henri? Et surtout, comment Julien réagirait-il? Je pris mon téléphone, les doigts tremblants, et composai le numéro d'Henri. « Allô, chérie? Le rendez-vous s'est bien passé ?» Henri. Ma voix se brisa. « Il faut qu'on parle. Je rentre maintenant. » « Héloïse, tu m'inquiètes. C'est grave? » « Non, enfin, je ne sais pas. C'est compliqué. Je t'expliquerai à la maison. » Le trajet en métro jusqu'à notre appartement me parut interminable. Chaque station, chaque arrêt augmentait mon angoisse. Comment dire les mots? Comment expliquer l'inexplicable? Henri m'attendait à la porte, le visage anxieux. Notre appartement, avec ses hauts plafonds, ses moulures anciennes et ses grandes fenêtres donnant sur les toits de tuiles rouges du vieux Lyon, me sembla soudain différent, comme si tout allait changer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en m'aidant à retirer mon manteau. Je le regardais dans les yeux, cet homme que j'aimais depuis 30 ans, et lâchai les mots.
Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri me fixait, bouche entr'ouverte, comme s'il n'avait pas compris. Puis il secoua la tête. Quoi? Éloise. C'est une blague? Non, le docteur Moreau l'a confirmé, 8 semaines. Mais comment? Tu as 55 ans? Je sais. Ma voix monta malgré moi. Tu crois que je ne le sais pas? La préménopause, apparemment, ne garantit rien. Henri s'assit lourdement sur le canapé en velours bordeaux, se passa une main dans les cheveux grisonnants. Puis, lentement, un sourire incrédule se dessina sur son visage. « On va avoir un bébé? On dirait bien. » Il se leva d'un bond, me prit dans ses bras, me fit tourner. « Éloise, c'est incroyable, c'est un miracle !» Je me laissai porter par son enthousiasme, mais une part de moi restait inquiète. « Henri, on a 55 et 57 ans. On pensait profiter de notre retraite, voyager. On le fera, avec un bébé. » Il riait, pleurait presque. « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Il faut prévenir Julien. » Et c'est là que mon euphémie commença à se fissurer. Julien, notre fils unique. Comment allait-il réagir? Peut-être qu'on devrait attendre un peu, suggérai-je. Passer les 3 premiers mois? Non, c'est notre fils. Il sera ravi d'avoir un petit frère ou une petite sœur. J'aurais dû insister. J'aurais dû écouter cette petite voix dans ma tête qui me disait d'attendre. Mais Henri était si heureux, si excité, que je cédai. D'accord, on l'invite à dîner demain soir. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Henri endormi à mes côtés, je fixai le plafond, une main sur mon ventre encore plat. Un bébé. À 55 ans. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ce miracle tardif? Ou était-ce une punition déguisée? Les questions tournèrent dans ma tête, sans réponse. Mais une chose était certaine. Notre vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain soir arriva trop vite. J'avais passé la journée à nettoyer l'appartement nerveusement, à préparer le bœuf bourguignon préféré de Julien, à changer 3 fois de tenue. Henri me regardait avec amusement. « Tu es plus stressé que le jour où tu as passé ton doctorat. » « C'est différent, » murmurai-je en vérifiant la cuisson de la viande qui mijotait dans sa sauce au vin rouge. « C'est Julien. » La sonnette retentit à 19h30 précise. Julien était toujours ponctuel, une qualité qu'il tenait de son père. J'ouvris la porte et mon cœur se serra. Mon fils, si grand, si beau avec ses cheveux bruns et ses yeux noisettes, portait un costume impeccable, la cravate légèrement desserrée. Il travaillait trop, comme toujours. « Bonsoir, maman », dit-il en m'embrassant sur les joues. « Ça sent bon. Bœuf bourguignon, ton plat préféré. » Il entra, serra la main de son père. Nous nous installâmes dans le salon, Julien acceptant un verre de Côtes-du-Rhône. La conversation tournait autour de son travail, de son dernier projet d'ingénierie, d'un pont qu'il concevait pour enjamber la Saône. « C'est un projet à 3 millions d'euros, expliquait-il, les yeux brillants. Si tout se passe bien, je pourrai devenir associé principal d'ici 2 ans. On est très fiers de toi, mon fils, dit Henri. Le dîner se passa dans une atmosphère détendue. Julien me complimenta sur la cuisine, raconta des anecdotes sur ses collègues. Mais je sentais la tension monter en moi. Quand allions-nous lui dire? Comment allions-nous formuler ça? Henri me lança un regard. C'était le moment. Julien, commença-t-il en posant sa fourchette, ta mère et moi avons quelque chose à t'annoncer. Julien leva les yeux, curieux. Vous divorcez? Quoi? Non, je ris nerveusement. C'est autre chose. Quoi alors? Vous vendez l'appartement? Non, Henri prit ma main. Ta mère est enceinte. Le silence qui tomba fut glacial. Julien nous regarda tour à tour, comme s'il cherchait la chute d'une blague. Puis son visage se durcit. Vous êtes sérieux? Oui, dis-je doucement. Je sais que c'est un choc. Un choc. Il posa son verre avec force. Maman, tu as 55 ans. Comment c'est possible? La médecine moderne, commença Henri. Je ne parle pas de médecine. Julien se leva, sa chaise raclant le parquet. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Mon estomac se noua. Julien, je comprends que c'est inattendu. Inattendu? Il rit, mais c'était un rire sans joie. C'est catastrophique. Vous avez pensé à moi? À toi? Henri fronça les sourcils. En quoi ça te concerne? En quoi ça me concerne?
La voix de Julien monta. L'héritage, papa. Toute ma vie, j'ai été fils unique. Tout devait me revenir. L'appartement, la maison de Nice, les investissements de grand-père, l'entreprise. Tout! Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Tu es en train de parler d'argent. Maintenant? Ce n'est pas que de l'argent. Ses mains tremblaient. C'est toute ma vie, mes projets. Camille et moi, on comptait là-dessus pour développer notre propre cabinet. Camille et toi? Je me levais, la nausée revenant. Vous avez planifié votre vie autour de notre mort? Ne déforme pas mes paroles. Je ne déforme rien. Ma voix se brisa. Mon propre fils est plus inquiet de son héritage que du fait que sa mère porte un enfant à 55 ans. Parce que c'est égoïste, explosa Julien. Vous avez 55 et 57 ans. Ce bébé sera adolescent quand vous serez sur vos lits de mort. Vous y avez pensé? Henri se leva, le visage rouge. Ça suffit. Comment oses-tu? Comment j'ose? Julien attrapa sa veste. Comment vous osez, vous? Vous détruisez tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai planifié, et je devrais être content? Julien, s'il te plaît, je tendis la main vers lui, des larmes coulant sur mes joues. On peut en discuter calmement. Il n'y a rien à discuter. Son regard était froid, distant, comme si je regardais un étranger. Vous avez fait votre choix, j'en fais un aussi. Quel choix? Demanda Henri, la voix dure. Je ne reviendrai pas. Ne m'appelez pas, ne venez pas me voir. Vous voulez ce bébé? Parfait, mais ne comptez plus sur moi. Il partit, claquant la porte si fort que les cadres sur les murs tremblèrent. Je restais figé, les bras ballants, incapable de bouger. Henri s'approcha, me prit dans ses bras, mais je ne sentais rien. J'étais engourdi. Il reviendra, murmura Henri contre mes cheveux. Il a juste besoin de temps. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas si simple. Quelque chose s'était brisé ce soir, quelque chose d'irréparable. Les jours suivants furent un brouillard. J'essayais d'appeler Julien, 10 fois, 20 fois. Il ne répondait jamais. J'envoyais des messages, pas de réponse. Henri alla même à son bureau, mais la secrétaire lui dit que M. Beaumont ne souhaitait recevoir personne de sa famille. Ne souhaitait recevoir personne de sa famille. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une condamnation. Les semaines passèrent. Mon ventre commençait à s'arrondir légèrement. Les nausées matinales continuaient. Je voyais régulièrement le docteur Moreau qui me rassurait. Tout allait bien, le bébé se développait normalement. Mais moi, je n'allais pas bien. Comment le pourrais-je? Mon fils me rejetait. Novembre arriva avec ses pluies froides. Lyon se couvrit de brume. Je passais mes journées à regarder par la fenêtre, espérant voir Julien apparaître dans la rue. Il ne venait jamais. Henri essayait de me remonter le moral. Il achetait des livres sur la grossesse tardive, des vêtements de bébé, parlait avec enthousiasme de prénoms. Mais je voyais bien qu'il souffrait aussi. Il appelait Julien en cachant, laissait des messages que notre fils ignorait. Un soir, alors que nous regardions les lumières de Lyon scintiller dans la nuit, Henri me dit « Il faut qu'on parle de l'héritage ». Je me tournai vers lui, surprise. « Quoi ?» C'est ça qui inquiète Julien. Alors parlons-en. Clarifions les choses. Henri, je ne veux pas... Écoute-moi. Il prit mes mains. On a suffisamment d'argent pour 2 enfants. L'appartement vaut 800 000 €, la maison de Nice, 600 000. Les investissements de mon père totalisent près de 1-2 millions. Et j'ai ma retraite, plus nos économies. On peut tout diviser équitablement. Ce n'est pas une question de division équitable. Ma voix monta. C'est une question de savoir si notre fils nous aime pour qui nous sommes ou pour ce qu'on possède. Henri soupira. Je sais, mais peut-être que si on lui montre qu'il ne perdra rien... Il a déjà tout perdu. Je me levai énervé. Il a perdu son humanité, son empathie. Comment on en est arrivé là? On a élevé un monstre. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité? Je pleurais maintenant, des sanglots qui me secouaient tout entière. Mon fils me rejette parce que je suis enceinte. Quel genre de personne fait ça? Henri me serra contre lui, et nous restâmes là, dans le salon sombre, pleurant tous les deux sur notre fils perdu et sur notre famille brisée. Décembre arriva. Noël approchait. J'envoyai une invitation à Julien pour le réveillon.
Pas de réponse. Je préparais quand même son plat préféré, mis un couvert pour lui. Il ne vint pas. À minuit, alors que les feux d'artifice éclataient au-dessus de la Saône, je m'assis seule dans la chambre qui serait bientôt celle du bébé, une main sur mon ventre rond, et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Janvier fut le mois le plus froid que Lyon ait connu depuis des années. La neige recouvrait les toits du vieux Lyon, transformant la ville en carte postale. Mais pour moi, tout était gris. J'étais enceinte de 4 mois maintenant, mon ventre bien visible. Les gens dans la rue me regardaient avec curiosité, parfois avec jugement. Une femme de mon âge, enceinte. Ça ne passait pas inaperçu. Henri essayait de me sortir, de me distraire. Nous allions au marché de la Croix-Rousse le dimanche matin, achetions des légumes frais, du fromage, du pain encore chaud. Mais même ces petits plaisirs quotidiens étaient teintés de tristesse. À chaque coin de rue, je cherchais Julien des yeux, espérant l'apercevoir par hasard. Un matin de mi-janvier, alors que je prenais mon café décaféiné dans la cuisine, Henri entra avec une enveloppe. « Ça vient de Julien. » Mon cœur bondit. Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, déchirai le papier. À l'intérieur, une seule feuille. Une lettre formelle, tapée à l'ordinateur, signée par un avocat. Maître Blanchard. Julien nous informait qu'il contestait juridiquement toute modification future du testament familial. Je laissai tomber la lettre. Henri la ramassa, la lut, devint livide. « Il nous poursuit ? Notre propre fils nous poursuit ? Il veut s'assurer de son héritage, dis-je d'une voix morte, même avant qu'on soit mort. Ce fut le déclic. Quelque chose en moi se brisa définitivement. La tristesse se transforma en colère. Une colère froide, dure, qui me donna une étrange clarté. « Henri, appelle notre notaire. Je veux modifier le testament. » Éloise. « Maintenant. » Il obéit. Une semaine plus tard, nous étions dans le bureau feutré de Maître Rousseau, notre notaire depuis 20 ans, un homme aux cheveux blancs et aux lunettes dorées. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il après avoir écouté nos intentions. « C'est radical. »« On est sûr, confirmai-je. 70% pour le bébé, 30% pour Julien. »« Éloise, peut-être que 50-50 serait plus, » commença Henri. « Non, il a montré qui il est vraiment. Il paiera les conséquences. » Les documents furent signés. En sortant de l'étude, je me sentais plus légère. Pour la première fois depuis des mois, j'avais repris le contrôle. Les semaines passèrent. Mon ventre continuait de grosser. 5 mois, puis 6. Le bébé bougeait maintenant, de petits coups qui me faisaient sourire malgré tout. Le docteur Moreau m'avait dit que c'était une fille. Une petite fille. On l'appellera Emma, décidai-je un soir. Emma Beaumont. Henri sourit. C'est parfait. Mais même cette joie était tempérée par l'absence de Julien. Je voyais des mères avec leurs fils dans la rue et mon cœur se serrait. J'avais perdu le mien. Si vous êtes toujours avec moi, je vous demande gentiment de vous abonner et de laisser un like sur cette vidéo. Votre soutien m'aide vraiment à continuer. Merci et reprenons l'histoire. En mars, alors que les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres le long des quais de Saône, Henri reçut un appel de son bureau. Enfin, son ancien bureau, il était retraité, mais gardait des contacts. « C'est Antoine, l'associé de Julien », m'expliqua-t-il après avoir raccroché. « Il veut me voir, c'est urgent. » Nous nous retrouvâmes dans un café près de la place des terreaux. Antoine, un homme d'une 40aine d'années aux traits tirés, nous attendait. « Merci d'être venu », dit-il en serrant nos mains. « Je ne savais pas si c'était ma place, mais je suis inquiet pour Julien. » Inquiet ? Mon cœur s'accéléra. Il va bien ? Physiquement, oui, mais mentalement ? Antoine soupira. Il est obsédé. Il ne parle que d'héritage, de justice, de trahison. Il a engagé des avocats, dépense des fortunes. Son mariage avec Camille bat de l'aile. Camille veut le quitter ? Demanda Henri. Elle en a marre. Elle dit qu'il n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Antoine nous regarda avec compassion. Je sais que ce n'est pas mon rôle, mais que s'est-il passé ? Julien était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il a changé à ce point ? Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer que la simple annonce d'une grossesse avait révélé le vrai visage de notre fils ? Il a toujours été fils unique, dis-je finalement. Peut-être qu'on l'a trop gâté. Peut-être qu'il a grandi en pensant que tout lui était dû. Ou peut-être,
ajouta Henri amèrement, qu'on a échoué en tant que parent. Antoine secoua la tête. Je ne crois pas, mais je pense qu'il a besoin d'aide. D'une thérapie peut-être. Nous le remerciâmes et partîmes. Dans le métro qui nous ramenait chez nous, Henri me prit la main. On devrait essayer une dernière fois. Allez le voir. Pourquoi faire? Pour qu'il nous insulte encore? Pour lui montrer qu'on l'aime, malgré tout? J'hésitais. Une partie de moi voulait garder ma colère, ma blessure. Mais une autre partie, celle qui était mère depuis 28 ans, voulait récupérer son fils. D'accord. Une dernière fois. Le lendemain, nous nous rendîmes au cabinet d'ingénierie de Julien, dans le quartier moderne de la Part-Dieu. L'immeuble de verre et d'acier reflétait le ciel gris de mars. La réceptionniste nous annonça, surprise de voir les parents de son patron. Julien sortit de son bureau. Il avait maigri, des cernes sombres sous les yeux. Quand il nous vit, son visage se ferma. « Qu'est-ce que vous faites là? On veut parler, » dit Henri calmement. « S'il te plaît. » Julien hésita, puis nous fit signe d'entrer dans son bureau. Vue panoramique sur Lyon, meubles design, diplôme encadré au mur, tout était parfait, clinique, froid. Je vous écoute. Je m'assis, mon ventre énorme visible sous mon manteau ouvert. « Julien, je sais que tu es en colère. »« En colère ?» Il rit sèchement. « Je suis bien au-delà de ça. »« On a modifié le testament, » lâcha Henri. « Tu auras 30%, Emma aura 70%. » Le visage de Julien devint blanc. « Vous avez fait quoi? »« Tu voulais savoir ?» dis-je, ma voix tremblante. « Maintenant tu sais. »« Vous me punissez, c'est ça ?»« Non, » répondis-je. « On te montre les conséquences de tes choix. Tu as décidé que l'argent était plus important que la famille. Alors voilà. Tu auras de l'argent, juste moins que ce que tu espérais. » Julien se leva, fit les 100 pas. « Vous ne comprenez pas. Camille et moi, on a des projets. On a besoin de capital pour... »« Pourquoi ?» explosai-je. « Pour vivre au-dessus de vos moyens. Pour avoir plus que les autres? Julien, tu gagnes déjà 3 fois le salaire moyen. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ce n'est pas une question d'argent. » Alors de quoi? Ma voix se brisa. « Explique-moi. Fais-moi comprendre pourquoi mon propre fils me déteste. » Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Julien se rassit, se prit la tête dans les mains. « Je ne te déteste pas. Alors quoi? J'ai peur. » Sa voix était si basse que je dus me pencher pour l'entendre. J'ai peur d'être remplacé, d'être oublié, d'être insuffisant. Les mots de Julien résonnèrent dans le silence du bureau. Henri et moi échangeâmes un regard. Pour la première fois depuis des mois, notre fils ne parlait pas d'argent ou d'héritage. Il parlait de peur. « Remplacé ?» répétai-je doucement. « Julien, tu es notre fils. Personne ne peut te remplacer. »« Vraiment ?» Il leva les yeux et je vis des larmes qui menacèrent de couler. « Vous allez avoir un nouveau bébé. Un bébé que vous élèverez différemment. Mieux peut-être. Et moi, je serai juste. L'ancien. Celui qui est déjà grand. Celui qui n'a plus besoin de vous. » Mon cœur se serra. Comment ne l'avais-je pas vu plus tôt? Sous la colère, sous l'avidité apparente, il y avait un enfant terrifié de perdre l'amour de ses parents. « Mon chéri !» Je me levai avec difficulté, à cause de mon ventre, et m'approchai de lui. « Regarde-moi. » Il obéit, les yeux rouges. « Tu seras toujours notre premier enfant, notre premier amour. Emma ne changera rien à ça. Mais vous aurez moins de temps pour moi, moins d'énergie. Vous serez occupé avec elle. »« C'est vrai, » admit Henri. « On sera occupé, mais ça ne veut pas dire qu'on t'aime moins. L'amour ne se divise pas, Julien. Il se multiplie. »« C'est facile à dire, » murmura Julien. « Mais quand elle sera là, quand vous passerez vos nuits à la bercer, vos journées à vous occuper d'elle, est-ce que vous penserez encore à moi ?» Je m'agenouillai devant lui, malgré la difficulté. « Tu veux savoir à quoi je pense quand je te regarde ?» Il hocha la tête. « Je pense au bébé que tu étais, aux nuits blanches où tu pleurais et où je te berçais pendant des heures, à ton premier sourire, ton premier mot, tes premiers pas.
à toutes les fois où tu es tombé et où je t'ai relevé, aux devoirs qu'on faisait ensemble, aux matchs de foot où je criais plus fort que toi, à ton diplôme d'ingénieur où j'ai pleuré de fierté. Ma voix se brisa. Tu es gravé dans mon cœur, Julien, pour toujours. Rien ni personne ne peut effacer ça. Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Julien. J'ai été horrible avec vous. Oui, confirma Henri, tu l'as été. Je ne sais pas comment revenir en arrière. On ne revient pas en arrière, dis-je en me relevant. On avance. Ensemble, si tu le veux. Julien essuya ses larmes. Le testament. Vous allez le changer ? Henri et moi échangeâmes un regard. Non, dis-je fermement. Tu dois comprendre que les actions ont des conséquences. 30% reste 30%. Mais tu es toujours notre fils, et on t'aime. Il hocha la tête lentement. Je comprends, je le mérite. Ce n'est pas une punition, expliqua Henri. C'est une leçon, sur ce qui compte vraiment. Nous restâmes encore 1 heure dans ce bureau, parlant vraiment pour la première fois depuis des mois. Julien nous raconta ses peurs, ses pressions au travail, ses problèmes avec Camille. Nous l'écoutions, sans juger, essayant de reconstruire les ponts que nous avions tous contribué à détruire. En partant, Julien nous serra dans ses bras. « Je viendrai dimanche, pour le déjeuner, si vous voulez. »« Bien sûr qu'on veut, » souris-je à travers mes larmes. Le dimanche suivant, Julien arriva à midi pile avec un bouquet de lys blancs, mes fleurs préférées. Camille l'accompagnait, une belle jeune femme blonde aux yeux bleus qui me serra dans ses bras. « Je suis désolée pour tout, » murmura-t-elle. J'ai essayé de le raisonner, mais... « Je sais, merci d'être resté à ses côtés. » Le déjeuner fut étrange. Pas facile, pas parfait, mais honnête. Nous évitions les sujets sensibles, parlions de choses simples. Le temps, le travail, les projets de voyage. Julien regardait mon ventre avec curiosité, presque timidement. « Tu veux la sentir bouger ?» proposai-je. Il hésita, puis tendit la main. Je la guidai sur mon ventre. Emma donna un coup, fort. Julien sursauta, puis sourit. « Elle est forte. »« Comme sa mère, » dit Henri en riant. « Et têtue comme son père, » ajoutai-je. « Alors, elle est fichue, » plaisanta Julien. Nous rîmes, et pour la première fois depuis des mois, ça sembla naturel. Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine. Julien venait chaque dimanche, parfois avec Camille, parfois seul. Les conversations restaient superficielles, mais c'était un début. Henri me disait que Julien l'appelait de temps en temps pour demander conseil sur des projets professionnels, des petits pas. Avril arriva, avec ses pluies douces et ses cerisiers en fleurs le long du Rhône. J'étais enceinte de 7 mois, énorme, fatiguée. Le docteur Moreau me voyait toutes les semaines maintenant, surveillant attentivement. La grossesse tardive comportait des risques, mais jusqu'ici, tout allait bien. Un après-midi, alors que je me reposais dans le salon, Julien apparut à l'improviste. Il n'était pas dimanche. Il avait l'air bouleversé. « Julien, qu'est-ce qui se passe ? Je peux entrer ? Bien sûr. » Il s'assit sur le canapé, se tortilla les mains. J'ai fait quelque chose. Je ne sais pas si c'était bien. Mon cœur s'accéléra. Quoi ? J'ai annulé la procédure légale, celle contre le testament. Je sentis les larmes monter. Vraiment ? Oui. Maître Blanchard m'a dit que j'étais stupide, que j'avais un cas solide. Mais... Il me regarda. Ce n'est pas ça qui compte. Vous aviez raison. L'argent ne vaut pas la famille. Oh, Julien. Je me levai, le serrai dans mes bras. Merci. Merci. Mais il y a autre chose. Il se dégagea doucement. Camille est enceinte. Le temps s'arrêta. Quoi ? On vient de l'apprendre. 3 mois. On va avoir un bébé, au même moment que vous, pratiquement. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'est merveilleux. Félicitations. C'est ironique, non ? Il sourit tristement. J'étais terrorisée que vous ayez un bébé, et maintenant j'en attends un moi-même. Et je suis terrifiée. C'est normal, tous les parents le sont. Comment vous avez fait ? Avec moi ? Comment vous avez su que vous seriez de bons parents ? On ne savait pas, avouai-je. On a fait de notre mieux. On a fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs, visiblement. Vous n'avez pas fait que des erreurs. Sa voix était douce. Vous m'avez appris à travailler dur, à être honnête, à avoir de l'ambition.
c'est juste que j'ai peut-être trop bien appris la dernière leçon. L'ambition n'est pas un défaut, Julien. C'est l'obsession qui l'est. Il hocha la tête. Je veux être un meilleur père que je n'ai été fils ces derniers mois. Tu le seras, j'en suis sûre. Cette nuit-là, allongé dans le lit, je racontais tout à Henri. On va être grands-parents, au même moment où on aura un nouveau-né. Henri rit. Notre vie ne sera jamais ennuyeuse, hein? Jamais. Mais arriva trop vite. J'étais à 8 mois maintenant, inconfortable, impatiente. Emma bougeait constamment, comme si elle était impatiente de sortir. Camille aussi commençait à montrer, son ventre s'arrondissant doucement. Nous parlions souvent au téléphone, échangeant conseils et inquiétudes. « J'ai peur », m'avoua-t-elle un jour. « Et si je suis une mauvaise mère ?»« Tu ne le seras pas, et même si tu fais des erreurs, ton bébé te pardonnera. Les enfants pardonnent toujours. Julien vous a pardonné? Je crois, ou du moins, il est en train de le faire. Il a changé. Vous savez, depuis qu'il sait pour le bébé, il est plus doux, plus présent. La paternité fait ça, souris-je. Ça nous force à grandir. Début juin, le docteur Moreau m'annonça qu'Emma arriverait probablement d'ici 2 semaines. Tout est prêt. Vous êtes prête? Aussi prête qu'on peut l'être. Henri transforma la chambre d'amis en nurserie. Murs peints en rose pâle. Mobile musical au-dessus du berceau, peluche dans tous les coins. Julien vint aider, montant les meubles, accrochant des cadres. « Tu crois qu'elle m'aimera ?» demanda-t-il en fixant une étagère. « Évidemment, tu es son grand frère. »« Grand frère. » Il testa les mots. « Ça sonne bien ?»« Ça l'est. » Le 15 juin au matin, je me réveillais avec une douleur sourde dans le bas du dos. Henri dormait encore à côté de moi, ronflant légèrement. Je regardais l'horloge, 6h23. La douleur s'intensifia, devint une crampe qui me coupa le souffle. « Henri, » murmurai-je en le secouant. « Henri, réveille-toi. » Il ouvrit les yeux, encore dans le brouillard. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » « Je crois que c'est le moment. » Il fut debout en 1 seconde, paniqué. « Maintenant. Le bébé arrive maintenant? Oui, je pense. » Les heures suivantes furent un tourbillon. L'hôpital Édouard Herriot, les couloirs blancs, l'odeur d'antiseptique. Une sage-femme me conduisit en salle de travail. Henri était à mes côtés, tenant ma main, aussi terrifié que moi. « Tout va bien se passer », répétait-il comme un mantra. « Tu es forte, tu peux le faire. » Mais j'avais 55 ans. Mon corps n'était plus celui d'une jeune femme. Chaque contraction était une montagne à gravir. Les heures passèrent. 3, 4, 5 heures. La douleur était insoutenable. « Je ne peux pas », sanglotai-je à un moment. « Je suis trop vieille pour ça. »« Si, tu peux, » dit le docteur Moreau, apparu pour l'accouchement. « Vous êtes presque là, Éloise. » À 14h37 exactement. Après 8 heures de travail, Emma poussa son premier cri. Un cri fort, vigoureux, plein de vie. La sage-femme la nettoya rapidement, puis me la posa sur la poitrine. Je regardais ce petit visage fripé, ces yeux immenses qui me fixaient, et je tombais amoureuse pour la 2e fois de ma vie. « Bonjour, ma chérie », murmurai-je, des larmes coulant sur mes joues. « Bienvenue », Henri pleurait aussi, embrassant mon front, touchant délicatement les petits doigts d'Emma. « Elle est parfaite. »« 2 kilos, » annonça la sage-femme. « Toutes les vérifications sont bonnes. Félicitations, c'est une belle petite fille en pleine santé. » On m'installa dans une chambre privée. Emma dormait dans un berceau transparent à côté de mon lit. J'étais épuisée, endolorie, mais heureuse d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Henri appela Julien. « C'est une fille, Emma. Elle est magnifique. » Je ne pus entendre la réponse de Julien, mais Henri sourit. Il arrive. 1 heure plus tard, Julien entrait dans la chambre, Camille à son bras. Il portait un énorme bouquet de pivoine rose. Julien s'approcha du berceau, regarda Emma avec une expression que je ne pus déchiffrer. « Elle est toute petite. Tous les bébés le sont, souris-je. Je peux, bien sûr. » Il la prit maladroitement, comme s'il tenait un objet précieux et fragile.
Emma ouvrit les yeux, le regarda. Julien resta figé, hypnotisé. « Salut, petite sœur, » murmura-t-il. « Je suis Julien, ton grand frère. » Emma bâilla, referma les yeux. Julien rit doucement. Je crois qu'elle est déjà fatiguée de moi. Ou elle se sent en sécurité, dis-je. Les bébés savent qui les aime. Camille s'approcha, regarda Emma avec tendresse. Dans quelques mois, le nôtre sera aussi petit. Ça fait peur. Ça fait peur, confirmai-je, mais c'est le plus beau cadeau du monde. Nous restâmes là, dans cette chambre d'hôpital. 4 personnes regardant un bébé dormir. C'était un moment de paix, de réconciliation silencieuse. Tout n'était pas parfait, tout n'était pas réparé. Mais c'était un début. Les jours suivants à l'hôpital furent intenses. Emma pleurait souvent, avait du mal à téter. J'étais épuisée, débordée. Henri faisait de son mieux pour aider, mais lui aussi était fatigué. Nous étions 2 personnes de presque 60 ans, essayant de s'occuper d'un nouveau-né. Nos corps nous rappelaient constamment notre âge. « On y arrivera », disait Henri quand je pleurais de frustration au milieu de la nuit. « On l'a déjà fait avec Julien. Il y a 28 ans, on était jeunes. »« On est toujours jeunes », plaisantait-il, mais ses cernes profondes disaient le contraire. Julien venait tous les jours. Il apportait des repas préparés par Camille, s'occupait des papiers administratifs, gérait les visites. Il était attentionné, présent. Le fils que j'avais toujours connu revenait peu à peu. Un soir, alors qu'Henri était parti chercher des affaires à la maison, Julien resta seul avec moi. Emma dormait dans mes bras. Il me regardait avec une expression étrange. « À quoi tu penses ?» demandai-je. « À combien j'ai été stupide. » Julien. « Non, laisse-moi dire. » Il s'assit sur la chaise près du lit. « J'ai failli tout perdre. Vous, papa, ma famille, pour de l'argent, pour quelque chose qui au final ne compte pas. Qu'est-ce qui compte alors ?» Il regarda Emma. « Ça, ces moments. Être ici, avec toi, avec elle. Savoir que j'ai une famille qui m'aime malgré mes défauts. On t'aime, Julien. On t'a toujours aimé. » Je sais, maintenant je sais. Il se pencha, embrassa mon front. « Merci de m'avoir pardonné. Les mères pardonnent toujours, même quand leurs fils sont des imbéciles, surtout dans ces cas-là. » Nous rentrâmes à la maison 3 jours plus tard. L'appartement semblait différent avec Emma. Plus petit, plus encombré, mais aussi plus vivant. Ses pleurs remplissèrent les pièces, ses petits bruits de succion, ses soupirs de bébé. Les premières semaines furent épuisantes. Emma se réveillait toutes les 2 heures, réclamait le sein, pleurait quand elle avait des coliques. Henri et moi nous relayions, mais nous étions constamment fatigués. Nos corps ne récupérèrent pas aussi vite qu'avant. Julien et Camille venaient souvent aider. Camille, maintenant à 6 mois de grossesse, prenait Emma pendant que je dormais quelques heures. Julien faisait les courses, nettoyait l'appartement, s'occupait des tâches que nous n'avions plus l'énergie de faire. « Tu n'es pas obligé ?» lui dis-je un jour. « Je sais, mais je veux le faire. » « Pourquoi ? Parce que c'est ce que fait une famille. On s'entraide. » Juillet arriva avec sa chaleur étouffante. Lyon cuisait sous le soleil. Emma transpirait dans son berceau, irritable. Nous installâmes un ventilateur dans sa chambre, lui donnions des bains tièdes plusieurs fois par jour. Un après-midi particulièrement chaud, alors que je berçais Emma en essayant de la calmer, Julien arriva avec une surprise, un climatiseur portable. « C'est trop !» protestai-je faiblement. « Non, c'est nécessaire, vous allez mourir de chaud sinon. » Il l'installa dans la chambre d'Emma. La fraîcheur fut immédiate, bénie. Emma s'endormit enfin, paisible. « Merci », murmurai-je. « De rien, maman. » Ce simple mot, « maman », prononcé avec tendresse, me fit monter les larmes aux yeux. Nous étions vraiment en train de guérir. Août fut plus calme. Emma commençait à avoir une routine. Elle dormait un peu plus longtemps, pleurait un peu moins. Camille accoucha fin août d'un petit garçon qu'ils appelèrent Louis. Un bébé en bonne santé, avec les cheveux blonds de sa mère et les yeux noisettes de son père. Voir Julien tenir son fils pour la première fois fut bouleversant. Il le regardait avec un mélange de terreur et d'amour absolu. « Je ne sais pas comment faire », avoua-t-il.
Personne ne sait, le rassura Henri. On apprend en faisant. Nos deux familles se voyaient constamment maintenant. Emma et Louis grandissaient ensemble, cousin, oncle, nièce, selon comment on voyait les choses. C'était étrange, merveilleux, parfois compliqué, mais c'était notre nouvelle réalité. Septembre apporta ses premières fraîcheurs d'automne. Les feuilles commençaient à virer au doré, le long des quais du Rhône. Emma avait 3 mois maintenant, plus éveillée, plus interactive. Elle souriait quand nous lui parlions, gazouillait en réponse à nos voix. Chaque petit progrès me remplissait d'émerveillement, même si mon corps me rappelait constamment que j'avais 55 ans. Les nuits étaient toujours difficiles. Emma se réveillait encore 2 ou 3 fois et me lever à chaque fois devenait de plus en plus pénible. Mes genoux craquaient, mon dos me faisait souffrir. Henri aussi montrait des signes de fatigue. Ses cheveux avaient blanchi davantage ces derniers mois. Des rides nouvelles creusèrent son visage. « On est trop vieux pour ça », plaisanta-t-il un matin après une nuit particulièrement difficile. « Tu crois ?» répondis-je avec ironie, berçant Emma qui refusait de se rendormir. Mais malgré la fatigue, malgré les difficultés, il y avait une joie profonde. Regarder Emma découvrir le monde, voir ses yeux s'écarquiller devant une lumière, entendre son rire cristallin quand Henri faisait des grimaces, c'était magique. Julien venait plusieurs fois par semaine avec Louis. Voir les 2 bébés côte à côte était attendrissant. Louis, 1 mois plus vieux, était déjà plus grand qu'Emma. Mais elle semblait fascinée par lui, tendant ses petites mains vers son visage. « Tu crois qu'ils seront proches ?» demanda Camille un après-midi, alors que nous prenions le thé pendant que les bébés dormaient. « J'espère, » répondis-je. « Avec toute cette histoire, ils méritent d'avoir une belle relation. » Julien se sent encore coupable, avoua-t-elle doucement. Il en parle souvent, de comment il a réagi, de ce qu'il a dit. Il s'est excusé, c'est fini maintenant. Mais c'est difficile de se pardonner soi-même. Je savais qu'elle avait raison. J'avais vu la façon dont Julien regardait Emma parfois, avec une tristesse dans les yeux. Comme s'il regrettait d'avoir raté ses premiers mois, d'avoir gâché ce temps précieux. Un soir, alors que toute la famille dînait chez nous, une tradition du dimanche que nous avions réinstaurée, Henri proposa quelque chose d'inattendu. « J'ai réfléchi », commença-t-il, posant sa fourchette. « Au testament. » Le silence tomba. Julien se raidit imperceptiblement. « Henri, ce n'est pas le moment. » commençai-je. « Si, c'est le moment. » Il me prit la main. « Éloise et moi avons discuté. Nous voulons revenir au partage 50-50. » Julien secoua la tête immédiatement. « Non, vous aviez raison avec le 70-30, je le mérite. » « Ce n'est pas une question de mérite, » intervins-je. « C'est une question de famille. Tu es notre fils. Emma est notre fille. Vous méritez tous les deux la même chose. Mais après ce que j'ai fait... »« Tu as appris, » dit Henri fermement. « Tu as changé. Tu as montré que tu comprenais ce qui comptait vraiment. C'est tout ce qu'on demandait. » Julien avait les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. « Dis oui, » souris-je. « Et mangeons ce rôti avant qu'il ne refroidisse. » Nous rîmes, la tension se dissipant. Camille serra la main de Julien sous la table. C'était une petite chose, ce changement de testament, mais symboliquement, c'était énorme. C'était dire à Julien, « Tu es pardonné, tu es accepté, tu fais partie de cette famille pleinement. » Octobre arriva avec ses pluies fines. Emma avait 4 mois, commençait à tenir sa tête toute seule. Louis, à 5 mois, essayait déjà de se retourner. Nous organisions régulièrement des playdates, comme disait Camille, où les 2 bébés jouaient, ou plutôt se regardaient, sur un tapis d'éveil. « Tu imagines » dit un jour Julien en regardant les 2 bébés. « Dans 20 ans, ils se souviendront à peine de cette période. »« Mais nous, oui, » répondis-je. « Chaque moment est gravé. »« Tu regrettes d'avoir eu Emma à 55 ans ?» Je réfléchis honnêtement. Physiquement, c'est dur, je ne vais pas mentir, mais émotionnellement, non, pas une seconde. Même après tout ce que je t'ai fait subir, surtout après ça, parce que ça nous a forcés à confronter des vérités difficiles, sur toi, sur nous, sur notre famille. Julien resta silencieux un moment.
J'ai commencé une thérapie. Je le regardais, surprise. Vraiment? Oui. Camille insistait. Elle disait que je devais comprendre pourquoi j'avais réagi comme ça, pourquoi l'argent était devenu si important. Et tu as trouvé des réponses? Quelques-unes. Il soupira. Apparemment, j'ai des problèmes d'estime de soi. Je mesurais ma valeur à ma réussite financière, à ce que j'allais hériter, comme si c'était la preuve que vous m'aimiez. Oh, Julien, je sais, c'est stupide, mais c'est ce que j'ai ressenti pendant des années sans le réaliser. On aurait dû en parler plus, de l'argent, de l'héritage, de ce que ça signifiait. Peut-être, ou peut-être que j'avais juste besoin de grandir. Nous regardâmes Emma et Louis, si innocents, si purs. On fera mieux avec eux, promis-je. On leur apprendra que la valeur d'une personne ne se mesure pas en euros. Et si on échoue, si Emma devient comme j'étais? Alors on l'aidera à trouver son chemin, comme on l'a fait avec toi. Novembre fut marqué par un événement inattendu. Mon père, le grand-père de Julien, décéda à 89 ans. Ce n'était pas une surprise, il était malade depuis des années, mais ça restait un choc. Les funérailles eurent lieu à Nice, où il avait passé ses dernières années. Nous fîmes le voyage en famille. Emma dans son siège auto, Louis dans le sien, Julien conduisant son grand SUV familial. C'était étrange de voyager ainsi, 4 générations réunies par le deuil. La cérémonie fut simple, comme mon père l'aurait voulu. Après, dans la maison qui allait être vendue, nous triâmes ses affaires. Livres, photos, souvenirs d'une longue vie. Grand-père était riche? Demanda Julien en découvrant les relevés bancaires. Pas riche, répondis-je. À l'aise. Il a bien géré son argent toute sa vie. Et cet argent va où? Henri et moi échangeâmes un regard. À toi, Emma et Louis, en parts égales. Julien se figea. Louis aussi? C'est ton fils, notre petit-fils. Il fait partie de la famille. Mais vous n'êtes pas obligés. On sait, le coupa Henri. On veut le faire, pour qu'il n'y ait plus jamais de questions, de doutes, de jalousie. Tous nos descendants héritent équitablement. Julien s'assit sur la vieille chaise de mon père, regarda les photos étalées. Il m'aurait détesté, grand-père, pour ce que j'ai fait. Il t'aurait pardonné, assurai-je, comme nous l'avons fait. Cette nuit-là, dans l'hôtel de Nice, alors qu'Emma dormait dans son berceau de voyage, je réfléchis à la vie de mon père. Il était parti de rien, avait construit une vie confortable, élevé 3 enfants. Et maintenant, son héritage serait divisé entre son arrière-petit-fils et son arrière-petite-fille. La vie continuait, les générations se succédaient. Décembre s'installa avec son cortège de lumière et de décorations. Lyon se transformait en ville féerique, les rues du vieux Lyon scintillant sous des milliers de guirlandes. La fête des Lumières approchait, et même avec 2 bébés, nous ne voulions pas rater cette tradition lyonnaise. Emma avait 6 mois maintenant. Elle riait aux éclats, attrapait tout ce qui passait à sa portée, commençait à montrer sa personnalité. Têtue, curieuse, affectueuse, Henri disait qu'elle me ressemblait. Je pensais qu'elle était meilleure que nous tous. Louis, à 7 mois, était plus calme, plus observateur. Il regardait le monde avec de grands yeux sérieux, comme s'il analysait tout. Julien plaisantait qu'il deviendrait ingénieur comme lui. Ou peut-être artiste, disait Camille. Il faut rêver un peu. Nous décidâmes de célébrer Noël tous ensemble, dans notre appartement qui débordait maintenant de jouets de bébés, de couches et de biberons. Henri installa un sapin dans le salon, Emma fascinée par les boules brillantes qu'elle essayait constamment d'attraper. « Attention, petite curieuse !» la grondai-je gentiment en éloignant ses mains. « Ces boules ne sont pas pour toi. » Le 24 au soir, la famille était réunie. Julien et Camille avaient apporté le dessert, des bûches pâtissières de la meilleure boulangerie de Lyon. Les bébés étaient en pyjama assortis, cadeau de Camille. Emma en rose, Louis en bleu. Pendant le dîner, Henri se leva avec son verre de champagne. Je voudrais porter un toast. Nous levâmes nos verres, du jus de pomme pour Camille, qui allaitait encore. Il y a 1 an, commença Henri, la voix émue, nous étions une famille brisée. La colère, le ressentiment, l'incompréhension nous avaient séparés.
Aujourd'hui, regardez-nous. Nous sommes plus nombreux, plus sages, plus unis. » Julien baissa les yeux, ému. Cette année nous a appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'argent. C'est une question de choix, de pardon, d'amour inconditionnel. Henri me regarda. « Héloïse, tu nous as donné Emma, mais plus que ça, tu nous as donné une raison de nous retrouver. » Les larmes coulaient sur mes joues. « Henri. » « Et Julien, continua-t-il en se tournant vers notre fils, tu nous as montré qu'on peut se perdre et se retrouver, que l'erreur n'est pas définitive, que le chemin de retour existe toujours. Papa, la voix de Julien se brisa. Je suis désolé. Pour tout. On sait, fils, et on t'a pardonné. Maintenant, pardonne-toi. Nous trinquâmes, les larmes et les rires se mélangeant. Emma, sentant l'émotion, se mit à gazouiller joyeusement, faisant rire tout le monde. Après le dîner, nous ouvrîmes les cadeaux. Pour Emma et Louis, des jouets, des vêtements, des livres. Pour nous, des choses pratiques, des moments à partager. Mais le vrai cadeau était invisible. C'était cette paix retrouvée, cette famille reconstruite. Plus tard dans la soirée, alors que les bébés dormaient dans la chambre d'Emma, transformée en nurserie temporaire, Julien me prit à part. « Maman, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Julien, tu n'avais pas besoin... Ouvre-la. » À l'intérieur, un chèque, un gros chèque. Qu'est-ce que c'est? L'argent que j'ai dépensé en frais d'avocat pour la procédure stupide que j'avais lancée. Je l'ai économisé ces derniers mois. Je veux te le rendre. Non, Julien? Si, je ne veux pas cet argent. Il représente tout ce qui était faux en moi. Utilise-le pour Emma, pour son éducation. Ou donne-le à une association. N'importe quoi, mais je ne le garde pas. Je regardais ce chèque, cette somme importante. Puis, je le déchirai. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Cet argent est à toi. Tu l'as gagné par ton travail. Garde-le. Mais utilise-le pour quelque chose de bien. Pour Louis, pour ta famille. Mais, Julien, tu as déjà payé. En souffrance, en culpabilité, en temps perdu. C'est assez. Tourne la page. Vraiment. » Il me serra dans ses bras, pleurant comme un enfant. « Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Jamais, promis-je. Les mères n'abandonnent jamais. » Janvier arriva, froid et gris. Mais dans notre appartement régnait une chaleur nouvelle. Emma grandissait vite, bientôt 7 mois. Elle commençait à se tenir assise seule, à babiller des sons qui ressemblaient presque à des mots. Henri et moi étions toujours fatigués. Ça ne changeait pas. Nos corps nous rappelaient quotidiennement notre âge. Mais nous gérions mieux. Nous avions appris à demander de l'aide, à accepter nos limites. Julien et Camille nous aidaient énormément. Ils prenaient Emma un week-end sur 2, nous permettant de nous reposer. Au début, j'avais du mal à la laisser partir, paniquée à l'idée d'être séparée d'elle. Mais voir Julien la bercer avec tendresse, chanter pour elle, jouer avec elle, c'était rassurant. Il était un bon grand frère. Un dimanche après-midi, alors que Julien ramenait Emma après un week-end chez eux, il avait l'air pensif. « Tout va bien ?» demandai-je en reprenant ma fille dans mes bras. « Oui, c'est juste, j'ai réalisé quelque chose ce week-end. »« Quoi ? Je ne veux pas que Louis grandisse comme j'ai grandi. »« Comment ça ? Gâté, pensant que tout lui est dû, se mesurant à son compte en banque. » Il s'assit sur le canapé. « Camille et moi, on a décidé. On va créer un trust pour Louis. Il n'aura accès à son héritage qu'à 30 ans, et seulement après avoir prouvé qu'il peut subvenir à ses besoins par lui-même. » Henri, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha. « C'est sage. Je ne veux pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Je veux qu'il comprenne la valeur du travail, de l'effort, que l'argent est un outil, pas une identité. »« Tu as vraiment changé, » dis-je avec fierté. « J'essaie. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur. » Février passa dans une routine confortable. Emma grandissait, Louis aussi. Les 2 bébés passaient de plus en plus de temps ensemble, commençant à interagir vraiment. Emma tirait les cheveux de Louis, qui répondait en agrippant son nez. C'était adorable et chaotique. Un soir, alors que je couchais Emma, elle me regarda et dit distinctement « Maman !» Mon cœur explosa. « Henri ! Henri, viens vite !» Il arriva en courant.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a parlé, elle a dit Mama. Nous restâmes là, stupides, à regarder Emma qui nous fixait avec ses grands yeux innocents. Puis elle sourit et répéta Mama. Henri et moi pleurâmes de joie, ce petit mot si simple mais qui signifiait tout. Elle nous reconnaissait, elle nous aimait. Nous étions sa famille. Cette nuit-là, allongé dans le lit, Henri endormi à mes côtés, je pensais au chemin parcouru. 1 an plus tôt, j'avais découvert que j'étais enceinte à 55 ans. J'avais pensé que c'était impossible, fou, peut-être une erreur. Mon fils m'avait rejeté, ma famille s'était fracturée. Mais maintenant j'avais Emma, cette petite merveille qui dormait dans la chambre à côté. J'avais Julien, revenu à nous, transformé. J'avais Louis, mon petit-fils que j'aimais comme un second fils. J'avais Camille, devenue la fille que je n'avais jamais eue. Était-ce facile? Non. Mon corps souffrait, je dormais trop peu, j'étais constamment épuisée. Mais était-ce beau? Oui. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mars apporta les premiers signes du printemps. Les amandiers fleurissaient le long du Rhône, les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau. Emma avait maintenant 9 mois, et chaque jour apportait une nouvelle découverte. Elle rampait partout, explorant chaque coin de l'appartement avec une curiosité insatiable. « Il va falloir sécuriser davantage », remarqua Henri, après qu'Emma eut réussi à ouvrir un placard et à vider tout son contenu sur le sol. « Elle est déterminée », souris-je en la ramassant. « Rien ne l'arrête. »« Comme sa mère », dit Henri en m'embrassant. Les visites médicales montraient qu'Emma se développait parfaitement. Le docteur Moreau, qui la suivait depuis la naissance, était impressionné. « Pour un bébé de mère âgée, » disait-elle, je détestais cette expression. « Elle est remarquablement en forme. Vous devez être des parents très attentifs. »« On essaie, » répondis-je, ne mentionnant pas les nuits blanches, l'épuisement constant, les douleurs dans mes articulations qui ne partaient jamais vraiment. Julien continuait sa thérapie. Un soir, pendant un dîner familial, il partagea quelque chose qu'il avait appris. Mon thérapeute dit que j'avais ce qu'on appelle un syndrome de l'enfant unique. Je voyais mes parents comme une ressource limitée. Si quelqu'un d'autre entrait dans l'équation, j'aurais moins. « C'est triste, » dit Camille doucement. « Les enfants ne devraient pas penser comme ça. Je sais, mais c'est inconscient, et notre société n'aide pas. On nous dit constamment qu'il faut réussir, avoir plus, être le meilleur. L'argent devient le baromètre du succès. » « Et maintenant ?» demanda Henri. « Tu penses différemment ?» Julien regarda Louis dans son transat, puis Emma qui jouait à ses pieds. « Maintenant, je comprends que la vraie richesse est ici, dans ces moments, pas dans un compte en banque. Mais tu as toujours ton cabinet ?» m'inquiétai-je. Julien avait travaillé si dur pour sa carrière. « Oui, et je l'aime toujours. Mais ce n'est plus toute ma vie. Avant, je travaillais 80 heures par semaine. Maintenant, 40, maximum. Le reste du temps, je suis avec Louis et Camille, ou avec vous et Emma. Ton entreprise ne souffre pas? Au contraire, je suis plus efficace, plus créatif, plus heureux. Mon associé Antoine dit qu'il ne m'a jamais vu aussi bien. Avril fut marqué par le premier anniversaire de la grossesse. 1 an plus tôt, j'entrais dans le cabinet du docteur Moreau, sans me douter que ma vie allait basculer. Henri proposa de célébrer. « Célébrer quoi ?» demandai-je. « Cette année incroyable, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a appris. » Nous organisâmes un petit dîner. Juste nous 4 adultes. Emma et Louis dormaient dans la chambre voisine. Nous buvions du vin, sauf moi. J'allaitais encore Emma partiellement et parlions. « Vous savez ce qui est fou ?» dit Julien à un moment. « Si vous ne m'aviez pas annoncé cette grossesse, je serais restée. Qui j'étais, obsédée par le travail, par l'argent, par le paraître. Je n'aurais jamais remis en question mes priorités. Donc tu es content qu'on ait eu Emma ? Taquinai-je. Je suis reconnaissant pour tout, même pour les moments horribles, parce qu'ils m'ont forcé à grandir. On grandit tous, remarqua Henri. Éloi et moi avons appris qu'on pouvait encore être surpris par la vie, que rien n'est jamais vraiment fini tant qu'on respire. Et on a appris,
ajoutai-je. Qu'élever un enfant ne garantit pas qu'il sera parfait. On fait des erreurs, les enfants font des erreurs, mais l'amour persiste malgré tout. Camille leva son verre. À l'amour qui persiste. À l'amour qui persiste, répétâmes-nous en chœur. Mai arriva avec ses longues journées ensoleillées. Emma allait avoir 1 an dans quelques semaines. Nous commençâmes à planifier sa fête d'anniversaire. Rien d'extravagant, juste la famille proche, quelques amis. « Tu crois qu'elle se souviendra ?» demanda Henri en gonflant des ballons. « Non, souris-je. Mais nous, oui, et les photos le lui montreront. » Le jour de son anniversaire, le 15 juin, l'appartement était rempli de rire et de joie. Emma, dans sa petite robe rose, était le centre de l'attention. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle aimait les ballons et les gens qui chantaient pour elle. Quand vint le moment du gâteau, un petit gâteau au chocolat fait par Camille, Emma plongea ses mains dedans et se mit du chocolat partout sur le visage. Tout le monde rit, prit des photos. C'était un moment parfait de joie simple. Plus tard, après que les invités soient partis, Julien resta pour aider à nettoyer. Emma dormait, épuisée par sa journée. « Maman, dit-il en rangeant des assiettes, je veux te dire quelque chose. »« Quoi ? Je suis fière de toi. » Je m'arrêtais, surprise. « Fière de moi ? » ?»« Oui, tu as eu un bébé à 55 ans, malgré tous les risques, malgré les difficultés, malgré ma réaction horrible. Tu as tenu bon. Tu es une femme incroyable. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Julien, je veux que tu saches que je le pense vraiment et que je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Il m'embrassa sur le front et partit. Je restai là, dans la cuisine en désordre, pleurant des larmes heureuses. Les mois suivants s'écoulèrent dans une routine paisible. Emma grandissait rapidement, marchait maintenant en se tenant aux meubles. Louis, à 15 mois, marchait déjà seul. Les 2 enfants jouaient ensemble de plus en plus, une vraie complicité se développant entre eux. Un jour d'août, alors que nous étions tous au parc, Emma fit ses premiers pas seule, 3 pas hésitants avant de tomber sur ses fesses et d'éclater de rire. Nous applaudîmes tous, fiers et émus. « Elle va courir bientôt », prédit Julien. « Et vous allez regretter le temps où elle restait tranquille. »« Probablement, ris-je, mais chaque étape est précieuse. » Un soir de septembre, alors qu'Emma dormait et qu'Henri était sorti, je m'assis avec un vieux album photo. Je regardais les photos de Julien bébé, puis enfant, puis adolescent, puis adulte, puis les photos récentes d'Emma, et enfin, les photos de nous tous ensemble ces derniers mois. L'histoire de notre famille était visible dans ces images. Les hauts, les bas, les ruptures, les réconciliations. Ce n'était pas une histoire parfaite. Mais c'était notre histoire. Réelle, imparfaite, belle. Mon téléphone sonna. C'était Julien. « Maman ? Désolée d'appeler tard. Je voulais juste te dire. Je t'aime. » Mon cœur se gonfla. « Je t'aime aussi, mon fils. Et merci. » Pourquoi ? Pour ne jamais avoir abandonné, ni Emma, ni moi. Les mères n'abandonnent jamais. Répétais-je les mots que j'avais dits tant de fois. Après avoir raccroché, je restais assise dans le silence de l'appartement, écoutant le tic-tac de l'horloge, la respiration douce d'Emma dans la chambre voisine. La vie n'était pas ce que j'avais planifié, mais elle était meilleure, plus riche, plus vraie. À 56 ans, avec un bébé d'1 an et un fils de 29 ans, j'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis longtemps. Pas parce que tout était parfait, mais parce que tout était réel. Octobre marqua un nouveau chapitre. Emma avait maintenant 16 mois et parlait de plus en plus. Mama, papa, Juju pour Julien, Lou pour Louis. Chaque nouveau mot était une victoire que nous célébrions avec enthousiasme, peut-être plus que nous ne l'avions fait avec Julien à l'époque. C'est parce qu'on sait que c'est la dernière fois, expliquai-je à Camille un après-midi. Avec Julien, on pensait qu'il y en aurait d'autres. On prenait certaines choses pour acquises. Et maintenant, chaque moment compte. Parce qu'on sait qu'Emma est notre dernier bébé. Henri et moi discutions souvent de l'avenir. Emma aurait 5 ans quand nous aurions 60 ans, 10 ans quand nous en aurions 65, adolescente quand nous serions dans nos 70 ans. Les calculs étaient vertigineux. « Tu crois qu'on va tenir le coup ?»
demandai-je un soir. On n'a pas le choix, sourit Henri. Elle compte sur nous. Et quand on sera vraiment vieux? Quand elle aura 20 ans et nous 75? Julien sera là, Louis sera là. On a construit une famille, Emma ne sera jamais seule. C'était réconfortant de penser ainsi. La famille élargie, pas seulement nous deux, mais Julien, Camille, Louis. Tous ensemble, se soutenant mutuellement. Un jour, Julien nous annonça quelque chose d'inattendu. Camille est enceinte à nouveau. « Quoi? Déjà ?» m'exclamai-je. « Louis a seulement 17 mois. »« On sait, » rit Camille. « Ce n'était pas prévu, mais on est heureux. » Henri et moi échangeâmes un regard complice. Nous savions ce que c'était, les grossesses non planifiées. « Félicitations, » dis-je en les serrant dans mes bras. « Emma aura un autre compagnon de jeu. » « Ou compagne, » souligna Julien. « On ne sait pas encore. » L'annonce de cette nouvelle grossesse me fit réaliser quelque chose. Dans quelques années, nous serions grands-parents de 3 enfants. Louis, ce nouveau bébé, et potentiellement d'autres. Mais Emma resterait toujours notre fille. Pas notre petite fille, notre fille. C'était une dynamique étrange, mais belle. Novembre fut difficile. Emma tomba malade, une grosse grippe qui la laissa fébrile et geignarde pendant 1 semaine. Henri et moi nous relayions pour la soigner, mais l'épuisement nous rattrapait. Mes 56 ans se faisaient sentir. Un soir, à 3 heures du matin, alors que je berçais Emma pour la 4e fois de la nuit, j'éclatai en sanglots. Henri me trouva ainsi, pleurant dans le rocking chair, Emma finalement endormie dans mes bras. « Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop vieille pour ça, avouai-je. Mon corps ne peut plus. Je suis épuisée, Henri. Constamment. » Il me prit dans ses bras, Emma entre nous. Je sais, moi aussi. On devrait demander de l'aide. À qui? Julien? Une nounou? Henri réfléchit. Une nounou, quelques heures par jour, pour qu'on puisse se reposer. Nous engageâmes Marie, une jeune femme de 25 ans, douce et compétente. Elle venait 4 heures chaque après-midi, s'occupait d'Emma pendant que nous faisions des siestes réparatrices. C'était nécessaire, même si j'avais du mal à admettre que j'avais besoin d'aide. « Ce n'est pas un échec », me rassura Julien quand je lui en parlais. « C'est de la sagesse. » Décembre arriva à nouveau. 1 an et demi depuis la naissance d'Emma, 2 ans depuis l'annonce de la grossesse. Nous décidâmes de faire quelque chose de spécial pour Noël, partir tous en vacances. « Où ?» demanda Camille, maintenant enceinte de 6 mois. « Nice », proposa Henri. « On a toujours la maison là-bas. On peut passer 2 semaines au soleil, tous ensemble. » Ce fut magique. La maison de Nice, grande et lumineuse, avec vue sur la Méditerranée. Emma découvrant la plage pour la première fois, ses pieds dans le sable, son rire cristallin quand les vagues la chatouillaient. Louis courant partout, explorant chaque recoin. Nous, adultes, nous détendant enfin. Un soir, alors que les enfants dormaient, les 4 adultes s'installèrent sur la terrasse avec du vin et des étoiles au-dessus de nos têtes. « Je veux dire quelque chose », commença Julien. « Ces 2 dernières années ont été les plus difficiles et les plus belles de ma vie. »« Amen », dit Camille en levant son verre de jus d'orange. « J'ai failli tout perdre, ma famille, mon identité, mon humanité. Mais j'ai été sauvée. Par vous, il nous regarda, Henri et moi. Par Emma, par Camille et Louis. Vous m'avez montré ce qui comptait vraiment. Tu t'es sauvé toi-même, dis-je doucement. On t'a juste tenu la main pendant que tu le faisais. J'aimerais penser que notre fils, Camille toucha son ventre, ou notre fille grandira dans cette famille qui s'est pardonnée, qui s'est aimée malgré les erreurs. C'est ce qu'on veut tous, dit Henri. Une famille imparfaite, mais aimante. Nous restâmes là jusqu'à tard dans la nuit, parlant, riant, pleurant parfois. C'était thérapeutique, libérateur. Toutes les blessures ne guérissent pas complètement, mais elles peuvent devenir des cicatrices que l'on porte avec fierté. De retour à Lyon en janvier, la vie reprit son cours. Emma grandissait, devenait plus indépendante. Elle disait maintenant des phrases complètes, affirmait sa personnalité forte. « Non !» était son mot préféré. « Bienvenue aux terribles tous !» rit Julien en la voyant faire une crise parce qu'elle voulait porter ses chaussures dans la mauvaise main. « Tu étais pareil », lui rappelai-je, « têtue comme une mule. »
Je le suis toujours, mais maintenant je canalise mieux. En février, Camille accoucha d'une petite fille qu'ils nommèrent Léa. Emma fut fascinée par ce nouveau bébé, voulait constamment la toucher, l'embrasser. Il fallait surveiller, car elle ne mesurait pas encore sa force. « Doucement, Emma », répétais-je constamment. « Bébé Léa est fragile. »« Bébé », répétait Emma avec sérieux, caressant délicatement les cheveux de Léa. Voir mes deux bébés, mon fils de 29 ans et ma fille de 20 mois, devenir parents m'émouvait profondément. La vie continuait, se renouvelait. J'étais à la fois mère et grand-mère, les rôles se confondant parfois. Un après-midi de mars, alors que toute la famille était réunie dans notre appartement devenu trop petit, je regardais autour de moi. Henri jouait avec Louis sur le tapis. Julien tenait Léa avec une tendresse infinie. Camille aidait Emma à construire une tour de blocs. Le bruit, le chaos, la vie. « À quoi tu penses ?» demanda Henri en me surprenant perdu dans mes pensées. « Je pense que c'est ça, le bonheur. Pas quelque chose de calme ou de parfait, mais ça. Ce bruit joyeux. Tu regrettes ? Regretter quoi ? Emma, cette grossesse tardive. Tout ce qui s'est passé. Je regardais ma fille, si belle, si vivante. Pas une seconde. Avril marqua les 2 ans d'Emma. 2 années depuis cette annonce qui avait tout bouleversé. Nous organisions une petite fête dans le parc de la Tête d'Or, profitant du printemps lyonnais. Emma courait partout, Louis essayant de la suivre, Léa dormant dans son landau. Alors que je regardais les enfants jouer, Julien s'assit à côté de moi sur le banc. « Tu sais ce que je réalise ?» dit-il. « Quoi ?» Emma aura toujours Louis et Léa. Ils sont plus que des neveux et nièces pour elle. Ils sont ses compagnons d'enfance, sa génération. C'est vrai. On n'y avait pas pensé au début, mais c'est un cadeau. Et quand vous ne serez plus là, sa voix s'étrangla légèrement. Elle ne sera pas seule, je serai là, Louis et Léa aussi. Je sais, c'est pour ça qu'on peut partir l'esprit tranquille quand le moment viendra. Ne parle pas de partir, protesta Julien. Tu as encore 40 ans devant toi. Peut-être, ou peut-être 20, on ne sait jamais. Je lui pris la main. Mais ce qui compte, c'est qu'Emma sache qu'elle est aimée. Par nous, par toi, par toute cette famille qu'on a construite. Quelques semaines plus tard, alors que je rangeais de vieilles affaires, je tombais sur la lettre que Julien nous avait envoyée 2 ans plus tôt. Celle de l'avocat, contestant le testament. Je l'avais gardée, je ne sais pas pourquoi. Je l'apportai à Julien lors de sa visite suivante. « Tiens, je pense que tu devrais avoir ça. » Il l'a lu, pâlit. « Pourquoi tu as gardé ça ?»« Pour me souvenir, pour te souvenir. Pas de la colère, mais du chemin parcouru. » Il la déchira lentement. « Je ne veux plus de ça. Cette personne n'existe plus. »« Elle existe toujours, » le corrigeai-je doucement. « Mais elle a évolué, et c'est ça qui compte. » Mai fut marqué par une décision importante. Henri et moi vendîmes la maison de Nice. C'était trop grand, trop loin, trop difficile à entretenir. Nous utilisons l'argent pour créer un fonds éducatif pour les 3 enfants, Emma, Louis et Léa. On divise en 3 parts égales, décida Henri avec le notaire. Ils l'utiliseront pour leurs études, leurs premiers appartements, leur début dans la vie. « Et le reste de l'héritage ?» demanda maître Rousseau. « 50% pour Julien, 50% pour Emma, confirmai-je. Définitif cette fois. » Julien, présent à la réunion, nous regarda avec gratitude. « Vous n'étiez pas obligé ?»« Si, » le coupa Henri. « Tu es notre fils, tu mérites autant qu'Emma, tu as prouvé que tu comprenais ce qui comptait vraiment. » Juin arriva avec sa chaleur. Emma avait maintenant 2 ans et demi, parlait comme une petite adulte, affirmait ses opinions sur tout. Henri plaisantait qu'elle serait avocate ou politicienne. « Ou révolutionnaire », ajoutai-je en la voyant organiser les autres enfants au parc. Elle a un don pour convaincre les gens. Un soir, alors que je la couchais, elle me demanda quelque chose d'inattendu. « Maman, pourquoi t'es vieille ?» Je restai un instant sans voix. « Parce que j'ai vécu longtemps avant ta naissance. Les autres mamans sont pas vieilles. C'est vrai, je suis une maman spéciale. Pourquoi ? Parce que je t'ai attendu longtemps, très longtemps. Et quand tu es arrivée, c'était le plus beau jour de ma vie. » Elle réfléchit,
ses grands yeux me fixant. « Tu vas mourir bientôt ?» Mon cœur se serra. Un jour, oui. Tout le monde meurt un jour. Mais pas maintenant. J'ai encore beaucoup de temps avec toi. Promis? Promis. Et tu sais quoi? Même quand je ne serai plus là, tu auras Julien, et Louis, et Léa, et tous les gens qui t'aiment. Et papa aussi. Elle sourit, satisfaite, et s'endormit. Je restai là un long moment, la regardant dormir, me demandant si j'avais bien répondu. Plus tard, je racontais cette conversation à Julien. Elle commence à comprendre. Elle est intelligente, dit-il, comme toi. Je m'inquiète pour elle. Pour quand nous ne serons plus là? Ne t'inquiète pas, je te le promets, maman. Je veillerai sur elle, toujours. Je sais, c'est pour ça que je peux dormir tranquille. Juillet, nous partîmes tous en vacances en Bretagne. Location d'une grande maison près de la mer. Emma découvrit les marais, les coquillages, les crêpes. Louis et elle devenaient inséparables, toujours ensemble, toujours en train d'inventer des jeux. Ils sont comme des vrais frères et sœurs, remarqua Camille. Ils le sont, d'une certaine façon, dis-je. La famille, ce n'est pas que le sang, c'est l'amour. Un soir, sur la plage, après que les enfants soient se coucher, Henri et moi marchions pieds nus sur le sable encore chaud. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je ne l'ai jamais été, malgré les difficultés ? À cause des difficultés. Elles nous ont rendus plus forts, plus authentiques. » Il m'embrassa, doucement. « Je t'aime, Éloise Beaumont. Merci de m'avoir donné Emma et de m'avoir aidé à retrouver Julien. C'est lui qui s'est retrouvé. On a juste été là pour le recevoir. » Août passa trop vite. Septembre arriva avec la rentrée. Emma entrait en maternelle, un grand pas pour elle. Le premier jour, elle partit avec son petit sac à dos, fière et excitée. Je pleurais en la regardant s'éloigner. Elle grandit trop vite, sanglotai-je sur l'épaule d'Henri. C'est la vie. Ils grandissent. Nous vieillissons. Le cycle continue. Ce soir-là, Emma revint de l'école pleine d'histoires. Elle avait fait des dessins, chanté des chansons, s'était fait une amie nommée Chloé. Elle était épanouie, heureuse. « Tu vois, » dit Henri, « elle va bien. » En octobre, nous reçûmes une lettre inattendue. Une association caritative demandait si nous voulions bien témoigner de notre expérience pour aider d'autres familles dans des situations similaires. Grossesse tardive, conflits familiaux, réconciliation. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demandai-je à Henri. « Je pense que si notre histoire peut aider ne serait-ce qu'une famille, ça vaut la peine. » Nous acceptâmes. L'interview fut publiée dans un magazine familial. Nous parlâmes honnêtement de tout. La grossesse surprise, la réaction de Julien, les mois de séparation, la réconciliation progressive. Nous ne cachâmes rien. La réponse fut incroyable. Des dizaines de lettres de famille dans des situations similaires, nous remerciant d'avoir partagé notre histoire. Certaines avaient vécu des conflits d'héritage, d'autres des grossesses tardives. Toutes cherchèrent de l'espoir. « On a touché des gens », réalisa Julien en lisant les lettres avec nous. « Notre douleur a servi à quelque chose. »« Toute douleur peut servir, » dis-je, si on accepte d'en parler, d'en apprendre, de grandir. Novembre arriva, puis décembre, Noël à nouveau. 3 Noëls depuis cette annonce qui avait tout changé. Emma avait maintenant 3 ans, pleine de vie et de personnalité. Louis avait 4 ans, Léa presque 1 an. Autour de la table du réveillon, nous étions 7. 4 adultes, 3 enfants. Une famille imparfaite, reconstruite, plus forte. Henri proposa un toast. « À Emma, qui a changé nos vies. »« À Emma », répétâmes-nous. « Et à Julien, » ajoutai-je, qui a eu le courage de changer. « À maman et papa, » dit Julien, la voix émue, qui n'ont jamais abandonné. Nous trinquâmes, les larmes et les rires mélangés comme toujours. Plus tard, alors que j'aidais Emma à s'endormir, elle me demanda « Maman, c'est quoi une famille ?»« Une famille, » répondis-je en caressant ses cheveux, « c'est des gens qui s'aiment. Même quand c'est difficile, même quand ils se trompent, ils restent ensemble et s'aident à grandir. » « Comme nous ? Exactement comme nous. » Elle sourit, ferma les yeux. « J'aime notre famille. » « Moi aussi, mon cœur,
Moi aussi. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais des papiers administratifs, je tombais sur un document que j'avais complètement oublié. Un rapport médical du début de ma grossesse, caché au fond d'un tiroir. Je l'ouvris, curieuse. C'était une note du docteur Moreau, écrite après ma première visite, quand elle avait confirmé la grossesse. Une note destinée au dossier médical, que je n'étais pas censée voir. Je lus et mon sang se glaça. Patiente, 55 ans, grossesse confirmée à 8 semaines. Niveau de HCG exceptionnellement élevé. Suspicion initiale de grossesse gémellaire, échographie de contrôle prévue, semaine 12 pour confirmer. Des jumeaux. J'aurais pu avoir des jumeaux. Je continuais à lire, le cœur battant. Échographie, semaine 12. Confirmation d'un seul fœtus viable. Deuxième sac gestationnel présent mais vide. Syndrome du jumeau évanescent. Le jumeau n'a pas survécu au-delà de la semaine 6. Patiente non informée, car situation résolue naturellement, et ne présente aucun risque pour la grossesse en cours. Je m'assis lourdement. Emma avait eu un jumeau qui ne s'était jamais développé. Si les deux avaient survécu, 2 bébés à 55 ans, 2 héritiers, le conflit avec Julien aurait été 2 fois pire, ou peut-être que 2 bébés auraient changé sa réaction différemment. Peut-être que ça aurait été tellement absurde, tellement impossible, qu'il aurait réagi autrement. Je ne le saurais jamais. Je regardais Emma jouer dans le salon, inconsciente qu'elle avait commencé sa vie avec un compagnon qui n'avait jamais vu le jour. Un frère ou une sœur qui existait seulement comme une possibilité, une ombre. Devais-je en parler? À Henri? À Julien? À Emma un jour? Je décidais que non. Certains secrets pouvaient rester secrets. Emma était là, vivante, aimée. C'était ce qui comptait. Le reste, les « et si », les possibilités alternatives, n'avaient pas d'importance. Je brûlais le document dans la cheminée, regardais le papier se consumer. Emma était notre miracle. Un miracle simple, singulier, parfait. Et notre famille, malgré toutes ses imperfections, malgré toutes ses cicatrices, était exactement comme elle devait être.